Bien, si vous regardez cette vidéo, c'est soit que vous venez de la précédente, soit que l'algo vous l'a recommandé. Si vous êtes là sur simple recommandation de l'algo, sachez que cette vidéo fait partie d'une série, et comme il y a énormément de choses à dire, je vais éviter les redites, donc si j'ai l'air de passer un peu vite sur un truc ou de considérer que vous le savez déjà, c'est probablement parce que ça a été évoqué dans les épisodes précédents. Donc, je vous invite chaudement à regarder les épisodes dans l'ordre. Reprenons où on s'était arrêté. Nous sommes maintenant dans le VAB avec toutes les pièces débloquées. KSP divise ces pièces en plusieurs tailles standards. Pour en parler, parlons viteuf du menu ouvert par ces flèches. Il permet de filtrer les pièces et de les filtrer entre autres par taille. Vous allez donc jouer avec les diamètres suivants, taille 0, 1, 2, 3 et 4, soit respectivement 60 cm, 1m25, 1m8, 2m50, 3m75 et 5 m. Toutes les pièces ont grosso merdo ces tailles et vont donc plus ou moins bien ensemble. Ajoutez deux profils pour les fuselages d'avion Mark II et Mark III. Alors je vais pas m'attarder sur cela, en gros ça c'est un cockpit en taille de fuselage Mark II et ça en fuselage Mark III. Maintenant qu'on a tout débloqué, on a bien plus de modules de commande. On a toujours la capsule Mark I qui n'embarque qu'un Kerbal, mais c'est chiant. Vous emmenez soit un pilote, mais vous êtes bloqué pour les expériences scientifiques, soit un scientifique, mais qui ne vous permet pas d'utiliser les automatisations du pilote, et donc vous volez un peu plus avec les pieds. Mais bon, au début, vous devrez vous démerder avec ça, c'est tout l'intérêt d'une progression dans un jeu. La capsule Mark III est nettement plus intéressante, elle permet d'embarquer 3 Kerbal, et donc un pilote, un ingé et un scientifique. Vous avez aussi des modules inhabités. Des sondes, quoi. Mais toutes n'embarquent pas la même chose, donc faites gaffe. Certaines ont une batterie intégrée, ou des gyroscopes pour pivoter, d'autres pas. On parlera de ces choses-là, vous en faites pas. L'onglet suivant est celui des réservoirs. Il en existe 5 types. Le réservoir pour moteur fusée, à savoir le carburant et l'oxygène, pour pouvoir brûler sans air dans le vide de l'espace. Le carburant tout seul, pour les avions qui peuvent utiliser l'oxygène de l'air pour le brûler. Le monoergol qui lui brûle tout seul et qui sert pour les moteurs de manœuvre, on va en parler, vous en faites pas. Les réservoirs de xénon pour les moteurs au xénon et les réservoirs de minerais que vous pourrez miner sur d'autres astres pour le convertir en carburant. Pour savoir ce que contient un réservoir, passez la souris dessus, vous aurez droit à une description. Souvent un peu con, mais qui vous dira quand même ce qu'il y a à savoir ainsi que les détails techniques de la pièce. Les réservoirs sont plus ou moins gros en fonction de l'appétit de vos moteurs bien entendu. À vous de choisir ce qui convient le mieux à votre vaisseau et en accord avec vos moteurs, c'est ce qu'on va voir maintenant. Parlons encore juste de deux autres pièces, le tuyau de transfert, je pense que son usage est clair, et la valve de vidange. Idem, je m'étends pas dessus. Parlons donc moteur, et on va devoir parler de 3 paramètres pour ceci. Le premier est évidemment le type de carburant consommé. Il y a les réacteurs d'avion qui sont des moteurs atmosphériques. Ils n'ont besoin que de carburant et utilisent l'air de l'atmosphère pour la combustion. Ils sont très efficaces, mais évidemment, dans le vide de l'espace, ils calent. Nous avons les moteurs fusées qui consomment carburant et comburant pour fournir une poussée même dans le vide et sont réglables en puissance via la manette des gaz. On peut les couper, les rallumer, pousser doucement ou comme un bourrin. Ce sont clairement les plus polyvalents. Nous avons encore les moteurs à poudre, qui viennent accompagnés de leur réservoir. Ce sont les boosters, quoi. Ils poussent très fort, sont pas chers, mais on ne peut les allumer qu'une fois et ils brûlent à pleine balle jusqu'à être vides. Ensuite, nous avons 2 moteurs spéciaux, un moteur au xénon et un moteur atomique. Le moteur au xénon a besoin de beaucoup d'électricité pour ioniser du xénon, et le moteur atomique n'a pas besoin de comburant, juste de carburant standard, mais chauffe beaucoup en ne poussant pas très fort. Quel intérêt alors, me demanderez-vous? Attendez, ça vient. Le deuxième paramètre est la poussée des moteurs. Plus c'est gros, plus ça pousse en kilonewtons. Donc je vous fais pas un dessin, plus votre vaisseau est lourd, plus il va falloir des bourrins en dessous. Mais première subtilité, regardons celui-ci par exemple, le Terrier. Sa puissance n'est pas la même ASL, c'est-à-dire at sea level, au niveau de la mer, et dans le vide. Il fonctionne mieux dans le vide, et globalement dans le jeu c'est toujours à peu près vrai. Quand il n'y a pas de résistance de l'air à l'expansion de leur gaz, les moteurs marchent mieux. Un autre truc à regarder, c'est la présence ou pas de cardan, gimbal dans ma version anglaise. Ce paramètre me dit si le moteur peut orienter sa tuyère ou non. Rappelez-vous la vidéo sur Ariane 5.
Ariane 5 dirige la poussée de ses moteurs avec des cardans, et c'est des cardans poussés à fond qui ont fait se retourner et exploser Ariane 501. La tuyère du terrier peut donc bouger de 4 degrés. Quand le moteur est allumé, le vaisseau peut s'en servir pour s'orienter. Sans cardan, le moteur ne peut pousser que tout droit et ne permet pas au vaisseau de pivoter. Et le moteur atomique n'a pas de cardan. Il est vraiment nul, décidément. Dernier paramètre, et de loin pas le moins important, l'impulsion spécifique. Pour vous la faire simple, c'est le rendement du moteur. Imaginons que je donne 1 litre d'essence à un vieux moteur américain des années 50 et au tout dernier moteur allemand sorti l'année dernière. Le gros moteur ricain va bouffer toute mon essence en fumant et pas aller bien loin, alors que le moteur allemand de pointe va beaucoup mieux exploiter l'énergie. Bon ben là c'est la même idée. L'ISP, c'est le temps en secondes que le moteur sera capable de produire une poussée d'1 kg avec 1 kg de carburant. Alors ouais, je sais, dit comme ça c'est velu et chiant. Retenez juste que plus l'ISP est élevé, meilleur est le rendement du moteur. Donc en gros, avec la même quantité de carburant, vous allez plus loin. Et évidemment, ce rendement n'est encore une fois pas le même au niveau de la mer ou dans le vide. Par exemple, voici le mainsail, la grand voile. C'est l'un de mes moteurs préférés. Il bourrine au niveau de la mer, mais avec un rendement assez moyen de 285. Donc il est parfait pour soulever une grosse fusée dans les premières phases du vol, et tant pis pour la conso. Par contre, une fois dans le vide de l'espace, où on peut se contenter de petites poussées, notre moteur atomique nul de tout à l'heure, il n'a une poussée que de 60 kN, mais avec une impulsion spécifique de 800, soit la meilleure du jeu. Autrement dit, dans le vide de l'espace, c'est celui qui vous emmènera le plus loin, mais pas vite. Enfin non, pas la meilleure. Le moteur au xénon, lui, il a une ISP de 4200, mais une poussée de seulement 2 kN, donc il est juste bon à pousser de toutes petites sondes. Bon, on dit comme ça, on dirait qu'il faut un diplôme d'ingénieur pour pondre un seul vaisseau dans ce jeu, mais en vrai, vous verrez, ça va très vite et vous finirez par avoir vos 2-3 moteurs préférés que vous utilisez tout le temps sans plus vous poser ce genre de questions. L'onglet suivant est celui du contrôle du vaisseau, en gros pour le faire pivoter sur lui-même. Très simplement, on a les gyroscopes qui permettent de pivoter le vaisseau moyennant de l'électricité et les moteurs à monoergol qui font pareil, moyennant le monoergol des réservoirs de tout à l'heure, utilisés dans de tout petits moteurs. Bon, alors, ils font un petit truc en plus par rapport au gyroscope, ils permettent de faire avancer le vaisseau de quelques mètres par seconde pour s'arrimer en orbite, par exemple là où les gyros permettent uniquement de pivoter, mais pas de le déplacer. Ensuite viennent tout un tas de pièces structurelles. On va pas rentrer dans les détails, c'est du Lego. L'onglet suivant, qui vient de l'extension Breaking Ground, ajoute des pièces animées, des pistons, des gonds, des servomoteurs, des rotors. Vous pouvez les associer à un raccourci ou les programmer via le petit programmateur jaune. Quant à leur usage, il n'est évidemment limité que par votre imagination. L'onglet Coupling rassemble les découpleurs qu'on a vus précédemment ainsi que les ports d'amarrage. Vous avez les découpleurs en ligne et les découpleurs radio pour détacher des boosters sur le côté d'un vaisseau par exemple. Vous avez aussi ces plaques qui permettent d'accrocher plusieurs petits moteurs sous un même étage plus gros. L'onglet suivant nous donne des coiffes et des soutes. KSP gère la pression dynamique de l'air, donc si vous voulez éviter d'arracher un truc parce que vous volez à 10 fois la vitesse du son, une coiffe c'est bien. C'est bien aussi pour limiter votre traînée et pas bouffer votre carburant pour rien. Enfin comme en vrai quoi. L'onglet suivant nous donne des pièces en lien avec l'aérodynamique, des ailes, des gouvernes, des cônes à mettre au sommet des boosters, des hélices. Encore une fois, votre seule limite est votre imagination. L'onglet suivant nous donne des pieds et des roues. Certaines sont motorisées et peuvent pivoter pour les rovers. L'onglet suivant est dédié à la gestion de la chaleur. Bouclier thermique pour la rentrée atmosphérique et radiateur pour évacuer le trop-plein de chaleur de ce qui a une sale tendance à surchauffer. Ensuite, nous avons la gestion de l'électricité. Des piles à combustible qui consomment un peu de carburant pour faire de l'électricité, des panneaux solaires, repliables ou pas, et des batteries. Ah, on a un RTG aussi, soit un petit dispositif qui utilise du polonium pour faire un peu d'électricité. Il est lourd, en produit peu, mais en produit à l'infini. Bon alors évidemment dans la vraie vie ça s'épuise lentement, hein, mais c'est ce qui équipe les rovers sur Mars, parce que les panneaux solaires se recouvrent de poussière. Bref, c'est utile, mais si vous n'avez pas besoin de trop de jus. Ensuite, nous avons les antennes, rétractables ou pas. Leur portée n'est pas toujours la même, et je vous fais pas un dessin, plus vous êtes loin,
plus il vous en faut une grosse. Un vaisseau habité peut faire sans, vous pouvez juste pas transmettre vos expériences scientifiques. En revanche, une sonde sans communication n'est plus contrôlable. Idem pour l'électricité d'ailleurs, GBDIA peut piloter sans, mais pas une sonde. Enfin, ceci dit, si votre vaisseau s'oriente avec des gyroscopes et que vous n'avez pas d'électricité, ça marche pas non plus. L'onglet suivant regroupe les expériences scientifiques. Elles sont variées et n'ont pas toutes les mêmes conditions de fonctionnement. Le sismomètre veut être à la surface d'un astre. Le magnétomètre, lui, c'est l'inverse. La Mystery Goo et le lot d'échantillons Science Junior ne fonctionnent qu'une fois, puis ont besoin d'être réinitialisés par un scientifique. Ce truc-là permet de récupérer la science de toutes les expériences, si vous ne pouvez pas aller la chercher avec une sortie extravéhiculaire par exemple. Comme ça, vous n'avez besoin de ramener que cette boîte. L'onglet suivant vient aussi de l'extension Breaking Ground. Ce sont des objets à emmener dans des emplacements d'inventaire et à poser au sol. Ils prennent une certaine place, donc il faut réfléchir à ses capacités d'emport. Un bon paquet des pièces du jeu peuvent aussi être embarquées en inventaire et soudées sur place par un ingénieur. Pratique si vous avez oublié un panneau solaire sur une station, par exemple. Vous pouvez aussi les réparer, si vous le souhaitez, moyennant des kits de réparation et un ingénieur. Le dernier onglet regroupe des trucs divers. Des processeurs qui transforment le minerai en un truc utile, comme du carburant, mais qui sont lourds, gourmands en électricité et surchauffent vite. Des foreuses pour extraire le dit minerai, des loupiottes, des échelles, une tour de sauvetage, des parachutes, bref, des trucs divers. Maintenant qu'on a à peu près fait le tour, on va créer une mission lunaire, histoire de mettre tout ça en application et de voir les mécaniques de vol. Donc sans plus de cérémoniel, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante, qui est soit en écran de fin, soit dans les fiches, soit en description. Je vous laisse aller voir.